Point sur l'actualité, messieurs et dames, bonjour et bienvenue à suivre ce nouveau numéro qui va nous parler de la question qui a été mise sur table lors de la tenue de la réunion des conseils de sécurité à New York. Tant levé de la ministre des Affaires étrangères, Madame Thérèse Kaikwamba Wagner, qui a pris part à cette réunion étant comme représentante de la République démocratique du Congo ce mercredi 16 avril 2025. Au cours de cette réunion, cette dernière a souligné l'inaction de la communauté internationale dans l'application des sanctions infligées au Rwanda pendant que les violences persistent toujours sur les sols congolais et les tensions s'aggravent du jour au lendemain. On l'écoute dans cet élément. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil de sécurité, je souhaite conclure cette intervention sur une note de mémoire. Avril est un mois de recueillement, celui où nous commémorons le génocide rwandais, le génocide contre les Tutsis. Ce drame a, à juste titre, marqué la conscience mondiale. Mais il a aussi déclenché une autre tragédie, plus longue et souvent tue, celle du peuple congolais. Depuis 30 ans, l'Est de la République démocratique du Congo subit les répliques de cette horreur initiale. Il a absorbé, seul, le choc d'une instabilité régionale née de la fuite des génocidaires, de la prolifération des groupes armés et d'une logique de représailles sans fin. Cette situation trouve son origine dans les décisions, entre autres prises en 1994 par la communauté internationale, sous l'impulsion du Conseil de sécurité, à travers notamment la résolution 918, qui a encouragé les autorités zaïroises d'alors à ouvrir leurs frontières pour accueillir les réfugiés rwandais. Ces décisions, prises sous la pression de l'urgence humanitaire, ont eu pour effet d'importer le conflit, permettant à des responsables du génocide de se retrancher à l'intérieur de notre territoire. Depuis lors, la République démocratique du Congo est caractérisée par des cycles récurrents de violence et d'ingérences violentes, initialement justifiées par des préoccupations sécuritaires, mais éventuellement motivées par des gains économiques et l'exploitation de nos ressources. Nous, Congolais, appelons cette tragédie un génocide, un génocide motivé par la quête de profit à travers l'anéantissement des populations vivantes sur des richesses convoitées. Un projet de terreur et d'effacement humain, toujours à l'œuvre dans nos régions les plus riches, sous des prétextes sécuritaires détournés. Sortir de ce cycle exige plus que des résolutions. Il faut reconnaître l'humanité et la souffrance de l'autre, même lorsque les récits divergent. C'est dans cet esprit que nous affirmons. Les FDLR n'ont pas vocation à rester en République démocratique du Congo. Ils doivent rentrer au Rwanda. Leur présence alimente un prétexte commode à des interventions injustifiables. Et le Rwanda doit reconnaître cette réalité comme une part de son propre héritage. Il est temps de refermer cette parenthèse, de cesser définitivement de recycler les FDLR comme l'a documenté le groupe d'experts des Nations Unies. Nous le disons aussi sans ambiguïté. La République démocratique du Congo, en République démocratique du Congo, aucune communauté n'est persécutée sur des bases ethniques. Les allégations de ciblage sont fausses, fabriquées pour justifier des violations graves du droit international. Enfin, nous rappelons une autre tragédie de la région des Grands Lacs, trop longtemps restée dans l'ombre. Le génocide des Hutus au Burundi en 1994. Perpétré dans le silence, il a coûté la vie à des dizaines de milliers de civils. Nous saluons la démarche du Burundi auprès des Nations Unies pour en obtenir la reconnaissance. La République démocratique du Congo soutient pleinement cette initiative, au nom d'une mémoire équitable et réconciliatrice. Si nous voulons qu'avril devienne un mois de mémoire partagée et non instrumentalisée, nous devons tous, États, peuples et institutions, oser regarder l'histoire dans toute sa complexité, sans hiérarchiser les douleurs, sans manipuler les morts. Je vous remercie. Je remercie Madame. Au cours de cette même réunion, l'envoyé spécial du secrétaire général pour la région des Grands Lacs en Afrique, Wang Xia, ayant pris la parole, a souligné que les hostilités doivent prendre fin malgré l'avancée et l'appel au cessez-le-feu qui n'est pas respecté par les éléments de l'AFC M23 et celui-ci poursuit toujours son expansion sur le territoire congolais, a-t-il ajouté pendant cette réunion
Je vous propose de l'écouter et de le suivre pour avoir une lumière par rapport à son intervention au cours de cette réunion. En préparation de cette communication, j'ai mené une tournée régionale qui m'a conduit tour à tour en Angola, en République démocratique du Congo, au Burundi, au Rwanda et en Ouganda. J'ai eu ainsi l'honneur de m'entretenir avec les chefs d'État ou les ministres de ces pays, ainsi qu'avec certains membres de la communauté diplomatique et de la société civile, notamment les femmes congolaises, auxquelles je rends hommage pour leur engagement défectible en faveur de la paix malgré les conditions difficiles qu'elles traversent. Outre les éléments que je porterai à l'attention du Conseil de sécurité en tant qu'envoyé spécial du secrétaire général, je souhaiterais également aujourd'hui, Monsieur le Président, transmettre quelques messages des acteurs de la région en gardant à l'esprit, bien entendu, cette question qui nous préoccupe tous. Comment capitaliser sur les différentes initiatives de paix en cours et parvenir, in fine, à une paix durable dans l'Est de la République du Congo, dans la République démocratique du Congo, épicentre de la crise profonde qui perdure depuis une trentaine d'années. Monsieur le Président, le 27 mars dernier, ma collègue Bintou Keïta, chef de la MONUSCO, vous a présenté ici un tableau exhaustif de la situation sécuritaire et humanitaire dans l'Est de la RDC. Je ne reviendrai donc pas dessus, si ce n'est pour rappeler ce constat sans appel. Malgré les injonctions du Conseil de sécurité, des organisations régionales et sous-régionales africaines, de l'Union européenne, malgré aussi les mesures restrictives et les sanctions prises, les combats se poursuivent dans l'Est de la RDC et l'Alliance Fleuve Congo M23 n'a cessé de poursuivre son expansion territoriale avec un soutien extérieur. En dépit des déclarations d'intention, le cessez-le-feu n'est donc toujours pas effectif et les violations du droit international et des droits de l'homme persistent et la crise humanitaire ne cesse de s'aggraver tant en RDC que dans certains pays voisins, notamment au Burundi, en Ouganda et au Rwanda, et qui ont vu une augmentation du nombre de nouveaux arrivants de la RDC. Cette sombre réalité nous oblige et devrait nous inviter à redoubler d'efforts pour voir comment, collectivement, nous pouvons transformer les récentes avancées politiques et diplomatiques en un mouvement irréversible vers la paix. À cet égard, le premier message d'espoir que nous pouvons retenir, c'est que les développements récents autour des processus de paix dits de Nairobi et de Luanda, les efforts de l'Union africaine ainsi que l'initiative conjointe de la communauté de l'Afrique de l'Est, CAE, et de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, ont tracé des sillons importants et donné une impulsion nouvelle aux efforts de résolution de la crise. Il faut les reconnaître, les encourager et les soutenir malgré les défis qui subsistent. En effet, l'adoption par les chefs d'État de la CAE et de la SADC lors du dernier sommet conjoint du 24 mars d'une feuille de route détaillant des mesures immédiates à moyen terme et à long terme, la désignation d'un collège de facilitateurs, parmi lesquels 2 distinguées femmes du continent, constitue une avancée. Je tiens à rendre hommage au président João Lourenço, président de l'Union africaine, pour le travail immense accompli dans le cadre du processus de Luanda, dont les acquis doivent être préservés. Je pense en particulier à l'accord sur
un concept d'opération CONOPS pour la neutralisation des forces de libération du Rwanda FDLR et la levée des mesures défensives du Rwanda qui, s'il est appliqué intégralement, contribuera grandement à la résolution des tensions entre la RDC et le Rwanda. Je tiens également à saluer la désignation du président Faure Gnassingbé de la République du Togo en tant que médiateur de l'Union africaine pour la résolution de la crise entre la RDC et le Rwanda. Dans le même esprit, je me félicite de la dynamique créée par l'initiative de Doha. Je salue la rencontre initiée le 18 mars à Doha par l'émir du Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, entre le président Félix Tshisekedi et le président Paul Kagame, ainsi que les consultations diverses de la facilitation qatari qui ont suivi avec les délégations de la RDC, du Rwanda et de l'AFC M23. Ces démarches marquent une étape cruciale dans les efforts visant à un cessez-le-feu sur le terrain et à la désescalade des tensions entre la RDC et le Rwanda. Par ailleurs, la reprise des échanges entre les services de sécurité du Burundi et du Rwanda pourrait contribuer à une désescalade des tensions entre ces deux pays. Tous ces efforts montrent que la paix est encore possible. C'est pourquoi, et c'est là mon deuxième message, il est important que les parties fassent preuve de bonne volonté et soient disposées à faire des compromis lors des négociations pour une résolution durable du conflit en cours dans l'est de la RDC. Dans ce contexte, la nouvelle disposition affichée par le gouvernement congolais à engager un dialogue direct avec le M23 constitue une étape importante vers une sortie de crise. Face à la gravité de la crise, obtenir un cessez-le-feu immédiat et sans condition et s'accorder sur la réouverture des couloirs humanitaires devrait, à mon sens, constituer la question primordiale à l'ordre du jour des discussions entre toutes les parties concernées, y compris les femmes et les jeunes que nous souhaitons voir compter parmi les parties au dialogue. Les négociations politiques devraient se traduire rapidement par une transformation favorable des réalités sur le terrain, tant attendue par les populations, en particulier par les femmes de Goma, de Bukavu, de Beni et d'ailleurs, que j'ai eu l'honneur de consulter, qui veulent que les armes se taisent et que l'aide humanitaire leur parvienne sans entrave. À cet égard, nous espérons que les consultations du 28 mars entre les hauts responsables militaires de la SADC et de l'AFC M23 déboucheront sur la réouverture rapide de l'aéroport de Goma. Monsieur le Président, selon certaines autorités de la région avec qui je me suis entretenu et dans la droite ligne du communiqué de Doha du 18 mars, l'initiative de Doha vise à un renforcement de la confiance en appui aux initiatives africaines en cours. Il faut s'en féliciter. Si tous les efforts contribuant au règlement de la crise sont les bienvenus, il est important que ceux-ci s'alignent sur les efforts de la région. Mon troisième message vise aussi à rappeler l'importance d'une bonne articulation, coordination et cohérence entre les initiatives louables lancées à l'extérieur du continent et les processus de paix régionaux. En effet, une telle approche permettrait de s'appuyer sur les avantages comparatifs de chacun et les acquis déjà engrangés
afin de créer une dynamique de complémentarité et d'unité de vision, mais aussi pour parvenir de façon séquencée et structurée à un accord de paix solide et incontesté. Une telle approche permettra aussi aux acteurs de la communauté internationale qui le souhaitent de mieux planifier leur appui aux efforts de paix et à la mise en œuvre des décisions qui en découleront. Distingués membres du Conseil, les efforts de paix resteront vains sans une volonté politique réelle de s'attaquer aux causes profondes de l'instabilité chronique dans la région. Ce que nous avons observé à ce jour, c'est une compétition d'ambition politique et de sécurité ouvertement proclamée le long des zones d'intérêt stratégique, entretenue par l'existence de multiples groupes armés, l'exploitation illégale des ressources naturelles, mais aussi l'absence de l'autorité de l'État dans ces zones. Il s'agit là inexorablement d'une déviation de l'esprit et de la lettre de l'accord-cadre d'Addis-Abeba. Je saisis donc cette opportunité pour réitérer mon appel à l'ensemble des pays signataires de respecter les engagements pris au titre de l'accord-cadre d'Addis-Abeba, dont le processus de revitalisation devrait se poursuivre sans relâche. Je souhaite à cet égard remercier le président Yoweri Museveni de l'Ouganda qui s'est engagé à accueillir le 12e sommet du mécanisme régional de suivi de l'accord-cadre en mai prochain. J'invite le Conseil de sécurité à travers ses délibérations aujourd'hui, mais aussi ses canaux diplomatiques habituels, à user de toute son influence et des leviers à sa disposition pour réitérer son soutien au processus de paix en cours et pour exhorter les acteurs de la région à travailler en toute sincérité en vue d'une résolution définitive et durable de la crise. Privilégier à la fois le respect du droit international, mais aussi le dialogue et le compromis devraient constituer une obligation pour toutes les parties, car la vie des populations civiles en dépend plus que jamais. Pour ma part, mon bureau, en collaboration avec les acteurs régionaux et internationaux et les entités des Nations Unies impliquées dans le cadre du plan d'action de la stratégie des Nations Unies pour la région des Grands Lacs, mise à jour récemment pour la période 2025-2027, continuera à soutenir les processus de paix régionaux, les initiatives de coopération économique, sécuritaire et judiciaire entre pays de la région et à promouvoir, bien entendu, une gestion transparente et inclusive des ressources naturelles qui reste l'un des leviers pour résoudre de façon durable cette crise qui n'a que trop duré. Je vous remercie. Je remercie Monsieur l'envoyé spécial du secrétaire général, Monsieur Wang Xia, pour son intervention et ses messages. Et je donne la parole à Madame la directrice générale du Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Chers téléspectateurs et amoureux internautes de Web Information Télévision, c'est par cet élément que nous clôturons notre production de ces jours. Portez-vous bien et soyez toujours connectés pour ne rien rater. Merci beaucoup.